Signe ça. Tu n'es qu'une troufione vénale, un poids mort de la classe populaire, qui n'apporte absolument aucune valeur à cette famille, a sifflé violemment ma future belle-sœur, en faisant glisser le contrat de mariage à travers la table. À côté d'elle, ma belle-mère souriait avec suffisance. Et l'homme que j'étais censé épouser gardait la tête baissée, fixant son assiette, lâche, et évitant mon regard. Je m'appelle Celia Jenkins, j'ai 34 ans. C'était mon dîner de répétition, et 60 élites politiques retenaient leur souffle, attendant de voir comment j'allais avaler cette humiliation. J'avais lu chaque ligne. J'ai pris le stylo, et ils se sont tous penchés en avant, absolument certains de savoir exactement comment cela allait se terminer. Ils pensaient que le dossier posé devant moi était vide. Ce que j'ai fait ensuite, avec ce stylo à la main. Et la raison pour laquelle mon beau-père, au bout de la table, a failli bondir hors de sa chaise, était une chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez une seconde pour liker et vous abonner à la chaîne, mais uniquement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Le corps en laiton du stylo Mont-Blanc était glacial contre ma peau. Au moment où mes doigts l'ont saisi, l'air a quitté la pièce. 60 personnes ont arrêté de mâcher. Zéro bruit. Le doux cliquetis des fourchettes en argent contre la porcelaine fine est mort instantanément. Sous l'immense lustre en cristal de la demeure coloniale des Harrington. Tous les regards ont transpercé l'épaule effilochée de ma veste de treillis militaire de surplus. Eleanor, assise de l'autre côté de la table en acajou, dans un tailleur Chanel d'une élégance tranchante, a poussé l'épaisse pile de papier, encore un centimètre plus près de moi. Cela sonnait comme du papier de verre grattant sur du bois poli. Elle n'attendait pas. Elle présidait une exécution. Le silence dans cette salle à manger n'était pas de l'anticipation. C'était un peloton d'exécution en train de viser. L'air sentait le carré d'agneau rôti, la sauce à la menthe hors de prix. Et ce lourd et étouffant parfum de lys, que portent les femmes âgées de décès pour masquer la puanteur de leurs propres âmes pourries. Ils appréciaient ça. Une pièce pleine de lobbyistes de castrites, de politiciens de longue date, et d'héritiers de fonds fiduciaires. Regardant un chien errant acculé se faire tabasser. Ils portaient des costumes sur mesure, et des colliers de perles payés par des accords en coulisses. Jugeant une femme qui avait réellement saigné pour le drapeau, qu'ils portaient comme une vulgaire épinglette au revers de leur veste. Je ne les ai pas regardés. J'ai détourné les yeux vers ma droite. Arthur. Il était assis à peine à 60 centimètres de moi. Pourtant, la distance entre nous aurait pu se mesurer en océan de lâcheté. Mon fiancé. L'homme qui avait juré de me protéger, de la cruauté de son propre sang. Il massacrait sa côtelette d'agneau. Sa fourchette en argent crissait sur la porcelaine. Un bruit de grattement aigu et horrible, qui me faisait grincer des dents. Il coupait la viande, puis la recoupait. N'importe quoi, pour garder les yeux rivés sur la table. Il refusait de lever les yeux. Ses jointures étaient blanches comme un os alors qu'il agrippait son couteau. Une perle de sueur s'est formée à la racine de ses cheveux, accrochant la lumière du lustre. C'était un homme fait. Un directeur des archives de 36 ans, pour un énorme musée national. Se pliant en une minuscule boule soumise, sous le regard de sa sœur aînée. Il me livrait, jetant la femme qu'il prétendait aimer au loup. Juste pour s'acheter un peu de paix et de tranquillité, dans ce marais toxique qu'était sa famille. C'était le coup de grâce. Les mots d'Eleanor n'étaient que du bruit. Le jugement de la foule ne signifiait rien. J'avais regardé dans le canon des fusils d'insurgés au Moyen-Orient s'ensiller. Mais voir Arthur fixer son assiette. Ça m'a déchiré les côtes. J'ai senti la brûlure derrière mes yeux. La vague de panique soudaine et étouffante. Le chagrin brut. La réalisation que j'étais entièrement seul. Puis l'entraînement a pris le dessus. Un soldat ne hurle pas quand il marche sur une mine. Vous vous figez. Vous respirez. Vous évaluez le rayon de l'explosion. J'ai claqué une porte en acier sur ma poitrine. Enfermant la panique à l'intérieur. Les muscles de mon visage se sont détendus. La douleur écrasante dans mes poumons s'est durcie en un bloc de glace massif. Une colère froide. Le genre de colère qui éclaircit votre vision, aiguise votre ouïe, et ralentit votre rythme cardiaque. J'ai cessé de le regarder comme mon amant. J'ai cessé de regarder cette pièce comme ma future famille. L'interrupteur a basculé.
J'étais redevenu un major de la logistique, menant un balayage tactique sur une pièce remplie d'hostiles. J'ai scanné le périmètre. Béatrice, ma future belle-mère, était assise parfaitement droite en bout de table. Un petit sourire cruel jouait sur ses lèvres fines et maquillées. Elle a pris une lente gorgée de son cabernet, savourant mon humiliation, comme s'il s'agissait d'un grand cru. À l'autre bout de la table, Théodore, le père d'Arthur, était assis dans un silence total. Un sénateur à la retraite, avec un visage de bulldog. Il était le seul à ne pas sourire. Il se contentait de regarder, suivant chacune de mes micro-expressions. Sous la table, je pouvais entendre le grincement nerveux des mocassins en cuir, glissant sur le parquet. Il devenait impatient. Il voulait du sang sur la ligne pointillée. J'ai baissé les yeux à nouveau vers le contrat. Un contrat prénuptial. Un étranglement juridique, conçu pour me dépouiller de tous les actifs avec lesquels j'étais entré, en les fusionnant directement dans le Harrington Heritage Fund. Il supposait que je n'avais rien. Une réserviste de l'armée fauchée, qui conduisait un V cabossé avec un pare-choc fissuré. Il pensait que ce bout de papier n'était qu'une formalité. Pour remettre à sa place, la croqueuse de diamants pauvres. Lentement, délibérément, j'ai abaissé le stylo Montblanc. Je ne l'ai pas laissé tomber. Je l'ai placé parallèlement au papier, avec une précision millimétrée. Mes yeux ont dérivé des pages blanches impeccables vers mes propres mains. Elles étaient rugueuses. La peau sur mes jointures était sèche. Tachée en permanence par de légères lignes sombres d'huile de moteur, qu'aucune pierre ponce ne pourrait jamais effacer. De minuscules cicatrices en dents de scie parsemaient mes doigts. Des souvenirs de clés à molette qui ont glissé. De blocs moteurs brisés. Et du métal chaud déchiré sur des véhicules de transport blindés en feu. Pour tirer mon unité vivante de là. Mes mains tremblaient. Non pas de peur. Mais à cause de l'énorme montée d'adrénaline inondant mes veines. Une guerre sans balles réelles, menée à travers une table à manger avec un morceau de papier. Il me détestait pour cette veste usée. Il regardait mes callosités, et voyait un parasite essayant de s'accrocher à leur richesse générationnelle. Il pensait que j'étais désespéré d'avoir les restes de leur table. Il me regardait comme si j'étais une mendiante dans la boue. Il n'en avait absolument aucune idée. Il ne savait pas que la pauvreté que je portais, était un choix tactique. Un radar que j'avais construit, pour filtrer les sangsues de ce monde. Il ne connaissait pas la vérité, sur l'empire caché sous le capot de ce camion cabossé, garé dans leur allée circulaire immaculée. Et il ne savait surtout pas, que mon armure à moi, avait été forgée dans le sang. Il regardait mes mains, et voyait un bidasse fauché, un cadet social. Un poids mort pathétique de basse classe, essayant de se frayer un chemin dans le rêve américain immaculé. C'était une blague amère. Aucune des 60 élites assises dans cette salle à manger en acajou ne connaissait la vérité. Ils n'avaient aucune idée que le 1V cabossé vert olive, garé devant dans leur allée circulaire, appartenait au président directeur général de Jenkins Tactical Logistics. Mon entreprise. Mon empire. Nous possédions des flottes de transport blindés lourds. Nous contrôlions des chaînes d'approvisionnement sur le terrain sur 3 continents. Je détenais assez de contrats de défense, pour acheter tout ce country club, raser la salle à manger, et la goudronner pour en faire une piste d'atterrissage pour hélicoptères. Je pouvais signer un chèque sur le champ, et posséder les chaises mêmes sur lesquelles ces politiciens étaient assis. Mais je n'ai jamais porté de chemisier en soie. Je détestais les salles de conférence en verre. Je préférais le béton froid et taché d'huile du parc automobile. J'ai choisi de me glisser sous le châssis d'un camion de transport de 10 tonnes sur un chariot en plastique, de la graisse étalée sur mon col. À serrer des boulons aux côtés de mes mécaniciens. Le lourd cliquetis métallique d'une clé, contre un châssis en acier, avait du sens pour moi. J'aimais l'odeur des gaz d'échappement diesel, et de l'assurance. C'était un travail honnête. Impitoyable. Vrai. L'honnêteté est dangereuse, cependant. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai essayé de vivre au grand jour une fois, il y a 3 ans. J'ai laissé un homme voir l'Empire. Il s'appelait Greg. Un transplanté de la Silicon Valley, avec des cheveux parfaitement coiffés. Portant des baskets à 500 €. Dirigeant une start-up technologique, qui ne produisait absolument rien de valeur. Il avait une voix douce, et les poches vides. J'ai payé les dîners. J'ai payé les voyages de ski à Aspen. Puis,
j'ai payé pour son entreprise. Il a vidé mes lignes de crédit personnel pour financer sa vision. Des centaines de milliers d'euros brûlés dans des bureaux chics du centre-ville, des machines à expresso, et des soirées de réseautage. J'étais une banque silencieuse. Quand j'ai finalement audité les comptes, j'ai vu la pourriture. Il me saignait à blanc. J'ai coupé le financement, bloqué les cartes, mis fin au flux de trésorerie. Greg a fait irruption dans mon bureau de l'entrepôt le lendemain matin. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas excusé. Il s'est avancé droit vers mon bureau en acier, et a jeté les clés de la Porsche que je lui avais achetée, en plein visage. Le lourd porte-clés en métal a frappé durement l'arête de mon nez. « Garde ton argent, Célia », a-t-il craché. Sa voix dégoulinant de pur dégoût. Ta dureté, tes énormes comptes en banque. Ça m'émascule. Tu me fais me sentir moins qu'un homme. Tu es complètement dépourvu de quoi que ce soit de féminin. Il m'a sucé jusqu'à la moelle, puis a joué la victime ultime. Il a utilisé mon succès comme une arme, pour détruire mon estime de moi. Il avait besoin de mon argent pour survivre, mais il me détestait de l'avoir. Je suis resté là. J'ai essuyé une goutte de sang de mon nez avec le revers de ma main. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé ce type franchir les portes en verre. À partir de ce jour-là, j'ai coulé un mur de béton de 3 mètres d'épaisseur autour de mes actifs. Il n'y a eu qu'un seul homme dans toute ma vie, qui m'ait appris la différence entre la vraie valeur et les illusions bon marché. Mon grand-père, Marcus Jenkins. C'était un mécanicien de combat dans l'armée. 2 déploiements brutaux. Il est rentré à la maison avec de mauvais genoux, une toux sèche, et 0 sur un compte d'épargne. Il n'a jamais porté de costume sur mesure. Il portait de lourdes salopettes en jean, rendues raides par la graisse séchée. Quand j'avais 18 ans, des gosses de riches de la banlieue se sont moqués de mes bottes usées, et des ailes rouillées de mon premier camion. Je suis rentré à la maison furieuse, humiliée, honteuse de notre allée tachée de terre. Grand-père Marcus ne m'a pas prise dans ses bras. Il ne m'a pas dit que tout irait bien. Il s'est dirigé vers son établi en acier. A pris ses lourds gants tactiques en cuir de vachette. Et les a lâchés sur mes genoux. Ils étaient rigides. Le cuir était balafré. Taché de noir par des années d'huile de moteur et de liquide de transmission. Il sentait le caoutchouc brûlé et les jointures éclatées. L'odeur lourde de la survie. Regarde ça, a-t-il ordonné. Sa voix sonnait comme du gravier s'écrasant sous un pneu. De la sueur. Et la capacité de survivre dans les décombres. C'est ça, Célia. C'est la seule chose dans ce monde. Que personne ne pourra jamais te voler. Les médailles, les applaudissements. L'approbation des gens bien habillés. Tout ça, c'est des ordures. Il a pointé un doigt taché de graisse vers ma poitrine. Tu construis ta valeur avec tes mains. Tu la caches dans ta tête. Ne leur laisse jamais voir tout ton jeu, il est mort 4 ans plus tard. J'ai gardé les gants. Ils trônent en permanence dans la console centrale de mon AV. Un rappel quotidien de la mission. J'ai transformé ces mots en une doctrine. Je me suis camouflé. Je suis devenu un fantôme dans le monde financier. J'ai conduit le camion cabossé. J'ai porté des équipements militaires de surplus aux coutures effilochées. J'ai vécu dans un appartement modeste, du mauvais côté de la rivière. J'ai utilisé la fausse pauvreté comme une arme. C'était un système radar. Un filtre brutal et hautement efficace. Conçu pour éliminer les sangsues. Les tech bros, les croqueurs de diamants cachés dans des costumes sur mesure. Je voulais un homme, qui regarderait une réserviste de l'armée fauchée avec de la graisse sous les ongles. Et y verrait quelqu'un digne d'être aimé. Quelqu'un qui voulait me protéger. Pas l'empire logistique Jenkins. Pas les contrats de défense du gouvernement. Juste Célia. J'étais si arrogante. Je croyais vraiment que cette armure était à l'épreuve des balles. Je pensais que la saleté et le gravier me protégeraient d'être utilisés à nouveau. J'avais tort. J'ai réussi à filtrer les prédateurs évidents. Mais j'ai complètement sous-estimé la cruauté calculée des lâches instruits. Les monstres qui se cachent derrière les archives de musées et les fonds de dotation. Ils ne voulaient pas de mon argent, parce qu'ils pensaient que je n'en avais pas. Ils voulaient ma dignité. Ils voulaient un punching ball. J'avais verrouillé tout mon empire sous le siège du conducteur de ce camion.
J'avais juré que personne ne briserait plus jamais mes défenses. Et le mur a tenu parfaitement. Jusqu'au jour où le ciel de Washington DC s'est effondré, il y a 2 ans. Le jour où le ciel de Washington DC s'est effondré. Un énorme ouragan de fin de saison a stagné sur la côte est. Le fleuve Potomac a gonflé. Sortant de son lit, et vomissant des millions de litres de boue brune et toxique, dans les rues inférieures. La ville se noyait. La gestion des urgences a appelé les poids lourds. Ils ont appelé Jenkins Tactical Logistique. Je me tenais dans l'eau glaciale jusqu'aux cuisses, près du quartier des musées. La pluie fouettait mon visage comme des poignées de gravier. Je portais un lourd imperméable en vinyle jaune sur mon treillis. Criant dans une radio portative. Des moteurs diesel rugissaient autour de moi. J'avais 4 excavatrices Caterpillar de 10 tonnes, et une flotte de gros camions de transport. Déversant désespérément des sacs de sable, pour renforcer une digue en béton qui cédait. Le bruit était assourdissant. Le vent hurlant, le métal grinçant, les sirènes gémissant au loin. C'est là que je l'ai vu. À travers un rideau de pluie battante, un homme se débattait dans les eaux montantes, près du quai de chargement du bâtiment des Archives nationales. Il ne portait pas de casque de sécurité. Pas de gilet haute visibilité. Juste une chemise Oxford trempée et ruinée, et un pantalon de costume collé à ses jambes maigres. Il essayait de tirer une énorme caisse en bois hors de la zone inondée. L'eau lui arrivait déjà aux genoux, et montait vite. Le courant lui tiraillait les jambes. Il a glissé, tombant durement dans la boue brune. Mais il s'est redressé aussitôt. Il a attrapé les épaisses poignées en corde de la caisse, et a tiré. Il soulevait comme un haltérophile. Utilisant le bas de son dos au lieu de ses cuisses. Idiot, ai-je pensé. Il va se casser la colonne vertébrale en 2. J'ai lâché ma radio. J'ai fait signe à mon grutier principal. Faisant tourner mon index en l'air, et pointant vers le quai de chargement. L'énorme machine jaune a bondi en avant, ses chenilles broyant l'asphalte. J'ai pataugé dans l'eau. Elle était glaciale. Le froid a mordu à travers mes bottes, et a trempé jusqu'à mes os. J'ai forcé mon chemin à travers le courant, jusqu'à ce que je l'atteigne. J'ai attrapé l'arrière de son col trempé. Et je l'ai physiquement tiré loin de la caisse. Reculé, ai-je aboyé. Il a trébuché, recrachant l'eau sale de la rivière. Les archives, s'est-il étouffé. Agitant frénétiquement la main vers les boîtes en bois. L'eau est en train de rompre les seaux. Elles vont être complètement détruites. Je l'ai ignoré. J'ai attrapé les lourds câbles de treuil en acier, qui pendaient de la grue au-dessus de nous. J'ai enfoncé les crochets en fer dans les anneaux métalliques renforcés de la palette d'expédition, sous ces caisses. Le métal a cliqué avec un bruit sourd et satisfaisant. J'ai levé les yeux à travers la pluie battante, et j'ai fait un pouce en l'air à l'opérateur. Le moteur diesel a accéléré. Les câbles d'acier se sont tendus, gémissant sous le poids. En quelques secondes, 3 tonnes d'artefacts historiques irremplaçables ont été sortis des eaux de crue montantes. Et balancés en toute sécurité sur le plateau de mon camion de transport, sur un terrain surélevé. J'ai attrapé l'homme par le bras. Et je l'ai traîné sur la rampe en béton, hors de la zone inondée. Nous nous sommes réfugiés sous le profond surplomb en béton d'un parking. La chute soudaine du bruit était troublante. Dehors, la tempête mettait la capitale en pièces. Sous l'auvent en béton. Il n'y avait que le son lourd de notre respiration, et l'eau qui s'égouttait de nos vêtements. Je me suis appuyé contre le mur froid. Essuyant la boue de mon visage avec le dos de mon gant tactique. Je l'ai enfin bien regardé. Il frissonnait de manière incontrôlable. Ses cheveux foncés étaient plaqués sur son front. Ses mocassins en cuir hors de prix étaient complètement ruinés, recouverts de boue de la rivière. Il avait l'air pathétique. Complètement hors de son élément. Puis ses mains tremblantes ont fouillé à l'intérieur de sa veste trempée. Il a sorti un petit objet, le serrant contre sa poitrine comme un nouveau-né. C'était une tasse de thé en argile sale. Il a essuyé la boue du bord avec son pouce. Il se fichait d'être gelé. Il se fichait que ses vêtements soient ruinés. Il regardait ce bout de terre avec une pure révérence. 18e siècle, a-t-il murmuré, les dents claquantes. Coloniale. Elle a survécu à l'incendie de Washington en 1812. J'ai croisé les bras. Super. Maintenant elle a survécu à une crue soudaine.
Range-la avant de la faire tomber et de la briser. Il a levé les yeux vers moi. C'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Arthur m'a regardé. Et ses yeux étaient grands ouverts, brillants, et complètement désarmés. Il n'a pas baissé les yeux vers ma poitrine, pour lire le grade militaire sur ma veste. Il n'a pas regardé la rue inondée, en calculant mentalement combien d'argent coûtait l'exploitation d'une flotte de machinerie lourde. Il n'a pas vu de PDG. Il n'a pas vu de menace. Il a vu un sauveur. Merci, a-t-il dit. Sa voix était douce. Coupant droit à travers l'adrénaline persistante dans mon sang. Je ne connais même pas votre nom. Mais vous venez de sauver le travail de toute ma vie. Je l'ai fixé. La pluie martelait le béton au-dessus de nous. Pendant des années, j'avais été le général. J'avais été le bouclier. J'ai construit un empire de mes propres mains, repoussant les vautours, les tech bros, et les hommes qui se sentaient émasculés par mon compte en banque. L'hyper-indépendance était une lourde armure. Et j'étais si profondément épuisé de la porter. J'étais fatigué d'être la personne la plus dure de la pièce. J'étais fatigué de me battre. Arthur n'a offert aucun combat. Il se tenait là. Tenant un morceau d'histoire fragile. Me regardant comme si j'étais quelque chose d'extraordinaire. Pas une machine. Pas une banque. Une femme. Il a créé une illusion parfaite et sans faille de sécurité. Il était l'intellectuel inoffensif. Le doux archiviste, qui se souciait plus des tasses de thé cassées que de l'argent. J'ai pris une décision. Une décision fatale et stupide. Qui violait tous les protocoles tactiques que j'avais jamais appris. J'ai dézippé la poche de ma poitrine, et j'ai sorti mon carnet imperméable Grit in the Rhin. J'ai fait cliqueter mon stylo. Gribouiller mon numéro de téléphone personnel sur le papier jaune. Je l'ai arraché, et je l'ai fourré dans sa main libre. Célia, ai-je dit. Rentre chez toi et sèche-toi, Arthur. Il a souri. Un sourire chaleureux et reconnaissant. Qui m'a fait éteindre manuellement tous les systèmes radars d'alerte précoce de mon cerveau. Je pensais le protéger. Je n'avais aucune idée. Que je tendais les clés de ma vie à un prédateur. 3 heures plus tard, alors que j'étais assise dans la cabine de mon camion, mon téléphone a vibré. C'était un message de lui, le nom de ma famille n'est plus qu'un titre cruel maintenant. Merci d'avoir sauvé les seules choses qui m'importent vraiment. J'ai lu ces mots, et j'ai ressenti un vif pincement d'empathie. J'ai pensé qu'il était un homme seul, à la recherche d'un port d'attache. J'ai pensé que nous étions 2 marginaux. Je ne savais pas qu'il était en train d'appâter le poisson. J'aurais dû appuyer sur l'accélérateur. J'aurais dû conduire ce 1V, très loin de la lignée des Harrington. Mais j'étais fatigué. Et j'ai été stupide. Alors je suis entré, les yeux grands ouverts, dans la tanière du tigre. J'ai engagé le 1V cabossé sur les graviers blancs concassés. Le domaine Harrington se dressait au bout de la longue allée. C'était une immense structure coloniale en briques, dans le Maryland. D'immenses colonnes blanches. Des haies parfaitement taillées. L'air ici sentait la vieille fortune, l'herbe coupée, et la supériorité. J'ai garé mon lourd camion juste à côté d'une Mercedes noire élégante et polie. Le contraste visuel était offensant. Mon véhicule ressemblait à une sale cicatrice de guerre, sur leur pelouse verte parfaite. Eleanor se tenait sur les marches de devant. Nous attendant. Elle portait un blazer blanc sur mesure. Des épaulettes pointues. Des cheveux blonds raides et parfaits, qui ne bougeaient pas dans le vent. Je suis descendu de la cabine. J'ai claqué la lourde porte en acier. La rouille près des charnières a laissé échapper un fort grincement. Eleanor a physiquement tressailli au bruit. Mes lourdes bottes tactiques crissaient bruyamment sur le gravier, alors que je remontais l'allée. Je portais ma veste de treillis de surplus. Elle était propre. Mais le tissu était délavé par le rude soleil du désert. Eleanor a regardé le camion. Puis, elle a regardé ma veste. Ses yeux ont parcouru mon corps de haut en bas. Un scan mécanique lent. Elle évaluait une cible. Un faux sourire diplomatique s'est affiché sur son visage. C'était un masque. Arthur a mentionné que vous travailliez dans la logistique de l'armée, a-t-elle dit. Sa voix était légère, beaucoup trop légère. Elle a penché la tête. Voulez-vous dire que vous conduisez un camion?
Elle a lâché le mot au camion comme si c'était un morceau de viande avariée. Il portait le poids lourd d'une gifle à main ouverte. Je me suis arrêté de marcher sur les marches. J'ai gardé le visage totalement inexpressif. J'ai serré ma mâchoire. Je n'ai pas expliqué ma chaîne d'approvisionnement mondiale. Je n'ai pas mentionné les contrats de défense fédéraux. J'ai juste fixé son visage vide et souriant. L'intérieur de la salle à manger formelle ressemblait à une cellule de détention. De hauts plafonds. De lourds rideaux de velours bloquant le ciel nocturne. L'air était épais et irrespirable. Il sentait l'agneau rôti, le vin rouge cher, et la vieille cire pour parquet. J'étais assise en face de Béatrice. Arthur était assis directement à côté de moi. Béatrice tenait une lourde cuillère en argent. Ses doigts étaient fins, recouverts de lourdes bagues en diamant. Elle a tapoté la cuillère contre son verre d'eau en cristal. Un pin aigu et strident. Il exigeait le silence absolu de la table. « Célia », a dit Béatrice. Elle a fait traîner les syllabes de mon nom, comme s'il avait un goût aigre. « Votre fourchette. » J'ai regardé ma main. Je tenais la fourchette à salade pour le plat principal. On commence par l'extérieur, et on progresse vers l'intérieur, m'a-t-elle instruit. Elle a souri. C'était une ligne serrée et cruelle tracée sur son visage. Puis, elle a baissé les yeux sous la table. Mon Dieu, ce sont des chaussures très lourdes. Ce parquet en chêne a été posé avant la guerre de sécession. J'espère vraiment que vos bottes de combat ne vont pas rayer la finition historique. Chaque mot était enveloppé dans le doux velours de l'étiquette de la haute société. Mais chaque mot frappait comme une lame de rasoir. Elle ne corrigeait pas mes bonnes manières à table. Elle était en train de tailler en pièces ma dignité. Elle me rappelait que mes bottes avaient leur place dans la boue. Pas sur son précieux bois. J'ai tourné la tête. J'ai regardé Arthur. J'ai attendu qu'il parle. J'ai attendu que l'homme, qui sauvait des artefacts historiques, défende la femme qu'il avait demandée en mariage. Arthur a pris son verre de vin. Il a pris une gorgée lente et délibérée. Il a regardé la peinture à l'huile sur le mur. Il n'a absolument rien fait. J'ai resserré mon emprise sur la serviette en lin, sur mes genoux. J'ai plié le carré blanc parfaitement en deux. Puis je l'ai plié en quatre. J'ai pressé les bords à plat, jusqu'à ce que mes pouces me fassent mal, et que mes jointures deviennent d'un blanc éclatant. J'ai ravalé la colère. Je l'ai forcé à descendre profondément dans mon estomac. J'avais négocié avec des généraux du Pentagone. J'avais commandé des hommes 2 fois plus grands que moi. Et maintenant, je restais assise dans un silence total. Pendant qu'une vieille femme se moquait des bottes que je portais, pour extraire des soldats en sang de carcasse en feu. Le dîner s'est finalement terminé. Arthur m'a raccompagné jusqu'au 1V. L'air nocturne était glacial. Il sentait les gaz d'échappement de l'autoroute lointaine. J'ai appuyé mon dos contre le métal froid et rouillé de la portière de mon camion. « As-tu entendu la façon dont elle m'a parlé là-dedans » ai-je demandé. Ma voix était basse, dure et atone. Arthur a poussé un lourd soupir. Il s'est approché de moi. Il a tendu la main, et a lissé le col de ma veste de treillis. Le geste m'a fait l'effet d'un collier étrangleur. Ils vivent dans un monde politique, Célia. Tu dois comprendre ça. Tu es très intense. Il a baissé les yeux vers le gravier écrasé, incapable de croiser mon regard. Atténue un peu l'ambiance militaire. Ne porte pas ces lourdes bottes la prochaine fois. Ne contrarie pas Mère et Éléanore. Supporte-le, tout simplement. Maintiens la paix, pour la famille. Je l'ai fixé dans le noir. Il me demandait de me couper les jambes, pour pouvoir passer sous leur table à manger. Il voulait que je me fasse toute petite. Il voulait que je joue le rôle d'une étrangère pathétique et reconnaissante. Juste pour qu'il n'ait pas à se disputer avec sa mère. J'avais construit un empire à main nue. J'avais survécu à une véritable zone de guerre. Mais parce que je l'aimais. Parce que j'avais soif de cette fausse sécurité qu'il m'avait offerte sous la pluie. J'ai capitulé. J'ai hoché la tête. J'ai accepté de me briser la colonne vertébrale. J'ai passé les 3 mois suivants à répéter un scénario de soumission. J'ai laissé les bottes de combat dans le placard. J'ai porté des chaussures plates bon marché et silencieuses. J'ai acheté des robes simples. J'ai gardé la bouche fermée pendant le dîner.
À chaque fois que je remontais cette allée de gravier, je m'écaillais un autre morceau de ma propre fierté. Jusqu'à un mardi soir de la fin de l'automne. Nous étions au domaine pour un autre repas de famille étouffant. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'ai marché seul, dans le long couloir sombre du 2e étage. Les vieilles lames de parquet grimaçaient sous mon poids. L'air là-haut était différent. Il sentait le papier moisi, la poussière rance, et le bois pourri. Une odeur fétide, qu'aucune quantité de bougies florales hors de prix ne pouvait masquer. Je suis passé devant le bureau personnel d'Eleanor. La lourde porte en chêne était entr'ouverte d'à peine 1 centimètre. Une fine tranche de lumière jaune se répandait sur la moquette sombre du couloir. J'ai entendu sa voix. Elle était au téléphone. Elle n'utilisait pas son faux ton diplomatique. Elle sifflait. Je me fiche de ce que dit la banque d'investissement, a aboyé Eleanor. Je me suis arrêté de marcher. Je suis resté complètement figé dans l'ombre. Vous leur dites de prolonger la ligne de crédit, a-t-elle exigé. Sa voix s'est brisée. C'était un son brut, d'une panique pure et non feinte. Il nous faut plus de temps. Si le bruit court sur ce qui reste du Heritage Fund. Nous sommes complètement ruinés. Ce qui reste. Ces mots ont frappé mes oreilles comme un coup physique. Le mur de béton que j'avais érigé sur mes instincts, s'est effondré en poussière. On n'utilise pas cette expression spécifique, quand on parle d'une fortune générationnelle florissante. On ne panique pas pour une ligne de crédit, quand on a de l'argent véritable. Je suis resté parfaitement immobile dans le noir. Le poids lourd et oppressant de cette immense maison a soudainement disparu. La vérité pourrie a glissé, juste par cette fissure dans la porte. Il ne me détestait pas parce que j'étais une conductrice de camion pauvre. Il mourait de faim. Arthur m'avait demandé en mariage un mardi pluvieux. Il m'avait tendu une modeste bague en diamant d'un demi-carat. J'ai dit oui. Je l'aimais. Mais c'était le tout dernier moment, où le mariage m'a réellement appartenu. L'OPA hostile a commencé le lendemain matin. Je suis entré dans le domaine Harrington, et j'ai trouvé Eleanor tenant la cour, à l'immense table de la salle à manger. Le bois sombre était complètement recouvert de menus de traiteur, de papier cartonné crème épais, et d'échantillons floraux hors de prix. Elle a attrapé ma main gauche. Elle ne m'a pas félicité. Son pouce manucuré a frotté sur le petit diamant. Elle a laissé échapper un souffle sec par le nez. A fait un sourire pincé et compatissant, et a lâché ma main. Il nous faudra une distraction massive pour ça, a marmonné Eleanor. Instantanément, la liste des invités a muté. Elle est passée de 50 amis proches à 300 agents politiques. Je les regardais inscrire des noms au crayon. Des sénateurs d'État. Des lobbyistes de Castrit. Des donateurs de Super PAC. Des pontes politiques à la retraite aux poches profondes. Ce n'était plus la célébration d'un mariage. C'était une collecte de fonds calculée à grands frais. Une pièce de théâtre désespérée et tape à accent grave-l'œil, conçue pour relancer la marque politique Harrington, alors mourante. Je n'étais qu'un accessoire, dans une robe blanche. J'ai sorti une seule feuille de papier pliée de la poche de ma veste de treillis. Je l'ai placée sur ces échantillons. Ma liste d'invités. 12 noms. Ce n'étaient pas des politiciens. C'étaient les ingénieurs de combat, qui m'avaient tiré de la terre de Bagdad quand les mortiers avaient frappé. C'étaient les mécaniciens diesel, qui faisaient des gardes de 40 heures dans mon parc automobile. Sentant la sueur et le fluide hydraulique. Maintenant nos lignes d'approvisionnement en vie. Mes frères. La seule vraie famille qui me restait. Béatrice est entrée dans la pièce. Elle a pris mon papier. Elle tenait un épais feutre rouge. Elle n'a même pas pris la peine de lire les noms de famille. L'encre rouge a fortement bavé sur le papier. Scratch! 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 Le son était violent. Elle a tracé une épaisse ligne rouge, sur chaque nom de ma liste. Nous ne pouvons absolument pas avoir ce genre d'éléments frustes se mêlant aux donateurs, Célia, a dit Béatrice. Elle n'a même pas levé les yeux vers moi. Ça ruine l'esthétique de la haute classe. Nous avons besoin que l'échiquier s'ouvre. S'il nous reste quelques chaises pliantes dans le hall extérieur, près du vestiaire. Nous reconsidérons la question. J'ai eu un goût de cuivre dans la bouche. Je mordais l'intérieur de ma joue si fort qu'elle a saigné. Ces hommes avaient pris des éclats d'obus pour moi.
Et cette femme, qui n'avait jamais travaillé un seul jour difficile de sa misérable vie, les bannissait dans un couloir, comme de sales animaux. J'ai tourné la tête. Arthur était assis dans le fauteuil du coin. Il étudiait ses ongles. Il a tout entendu. Il n'a pas dit un seul mot pour défendre mes frères. Il a laissé sa mère rayer toute ma vie avec un marqueur rouge. J'ai avalé le sang dans ma bouche. Je suis restée silencieuse. Je me suis dit que c'était juste le prix d'entrée pour l'amour. 2 jours plus tard, la guerre psychologique a franchi un cap. Béatrice m'a invité pour le thé de l'après-midi. Un prétendu moment de création de liens, entre mère et belle-fille. C'était un piège. Nous étions assises dans la véranda. Le parfum amer et acide du thé Earl Grey s'échappait des tasses en porcelaine ultra fine. Il faisait trop chaud dans la pièce. Étouffant. Béatrice remuait lentement son thé. La lourde cuillère en argent teintait contre la porcelaine. Un bruit de grincement aigu et répétitif. Ça ressemblait à un compte à rebours. Alors, Célia, a-t-elle commencé? Son ton dégoulinait d'une fausse et mielleuse inquiétude maternelle. Parlez-moi de vos finances. Dans quel quartier louez-vous votre appartement en ce moment? Je lui ai donné le code postal de mon appartement leur. Un quartier populaire de la classe ouvrière, à la périphérie de la ville. Ses lèvres maquillées ont tressailli, en un lent sourire narquois. Je vois. Et ce camion cabossé et affreux garé devant. Est-ce votre seul véhicule? J'imagine qu'être un sous-traitant militaire fini n'offre pas un grand filet de sécurité. Le travail est tellement imprévisible. Elle a pris une longue gorgée de son thé. Ses yeux sont restés fixés sur les miens, par-dessus le bord doré de la tasse. Froid. Calculateur. Elle n'essayait pas de savoir combien d'argent j'avais. Elle effectuait un audit. Elle essayait de confirmer à quel point j'étais réellement fauché. Elle cherchait le zéro absolu. À ce moment précis, l'air dans la véranda s'est transformé. La pression suffocante a disparu de ma poitrine. La blessure et le sentiment de trahison se sont évanouis. J'avais enfin compris le jeu. Je n'étais plus une future belle-fille, assise sur une chaise chic à mendier l'approbation. J'étais un officier du renseignement militaire, assis en face d'une cible hostile. L'entraînement a pris le dessus. Fortement. Lors d'une capture, on ne discute pas. On ne corrige pas l'ennemi. On lui fournit de faux renseignements. On le laisse croire qu'il gagne. On lui donne exactement le mensonge qu'il a désespérément envie d'entendre. J'ai voûté les épaules, juste d'une fraction. J'ai baissé les yeux sur mes mains rugueuses. Jouant le rôle du troufion vaincu. Oui, madame, ai-je dit doucement. En gardant une voix fluette. Juste le camion. Le travail contractuel se tarit. Je m'en sors à peine. Béatrice a expiré. Une longue inspiration profondément satisfaite. Elle a reposé sa tasse de thé avec un tintement sec. Elle avait sa confirmation. Le troufion pauvre, désespéré, et de basse classe, était exactement ce dont elle avait besoin que je sois. Elle m'a souri. Elle pensait qu'elle venait de réussir à piéger un chien errant. Elle avait écrit tout le scénario pathétique pour moi dans sa tête. Scellant mon sort comme la parasite de la famille. Elle n'en avait absolument aucune idée. Elle pensait piéger une paysanne. Elle ne savait pas qu'elle venait de tendre une pelle à un monstre. Et de me laisser creuser la tombe de tout le Harrington Heritage Fund. Retourner dans ce couloir sombre. La lourde porte en chêne du bureau d'Eleanor était entr'ouverte d'à peine 1 centimètre. Une fine et nette tranche de lumière jaune traversait la moquette sombre. Je me tenais parfaitement immobile dans l'ombre. Les vieilles lames de parquet sous mes bottes ont gémi légèrement. Mais Eleanor ne l'a pas entendu. Elle était trop occupée à paniquer. Sa voix a fuité par l'entrebâillement. Ce n'était pas le ton suave et condescendant qu'elle utilisait à table. C'était un sifflement frénétique et laid. Tu dois comprendre, mère. Ce bidasse est une croqueuse de diamants. Elle vit ce qu'il reste de cette famille. Ce qu'il reste. Ces mots ont frappé mon cerveau comme un crochet rouillé. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. On n'utilise pas cette phrase spécifique. Pour un fonds d'héritage générationnel prospère. On ne dit pas ces mots quand on a des comptes en banque bien garnis. On dit ça quand on racle le fond d'un tonneau complètement vide.
Le lendemain matin. Le domaine colonial était silencieux comme la mort. Béatrice était à son club de golf exclusif. Éléanore était de sortie, pour assister à un brunch de campagne politique à gros budget. Arthur était en centre-ville, aux archives du musée. J'étais complètement seul dans cette immense maison en briques. J'ai monté les grands escaliers en bois dur. Je ne portais pas mes chaussures plates silencieuses et bon marché. Je portais mes lourdes bottes tactiques. Je me fichais que les semelles en caoutchouc laissent des marques d'éraflure, sur leur précieux parquet datant de la guerre de sécession. J'ai marché droit vers le bureau d'Éléanore. J'ai poussé la lourde porte. Les charnières en laiton ont émis un lent bruit de grincement. Je suis entré. Je m'attendais à trouver une salle de crise, du pouvoir de la haute société. Je m'attendais à trouver de l'acajou poli. Des portefeuilles reliés en cuir. Et le succès organisé de l'élite de Washington. Au lieu de cela, j'ai trouvé un désordre chaotique et désespéré. Le bureau était enseveli. Ça sentait le café noir rance, la poussière, et la panique à l'état brut. Ce n'était pas le désordre d'un cadre occupé et performant. C'était le désastre frénétique, de quelqu'un qui est en train de se noyer. Mes yeux ont scanné la surface. Mon entraînement militaire a pris le dessus. Une froide reconnaissance tactique. De grosses enveloppes Kraft étaient enfoncées négligemment dans une pile, près d'un ordinateur portable éteint. J'ai tendu la main et j'en ai pris une. J'ai fait glisser mon pouce calleux sur le papier rugueux. Les adresses de retour imprimées dans les coins ne provenaient pas de traiteurs d'élite, ni de concessionnaires de voitures de luxe. Elles provenaient de banques d'investissement agressives. D'agences de recouvrement de créances. De bureaux des impôts fédéraux. J'ai ouvert l'enveloppe du dessus. J'en ai sorti une épaisse pile de documents juridiques. L'encre tamponnée en haut de la première page était d'un rouge vif et violent, en retard. J'ai tiré le papier suivant, GELD avoir. J'ai creusé plus profondément. Arrachant les papiers des chemises. Mon cœur battait contre mes côtes comme un marteau-piqueur. Avis de saisie. J'ai fixé les chiffres noirs et blancs imprimés sur la page. Ma poitrine s'est serrée. J'ai relu les chiffres, traçant les virgules avec mon doigt taché de graisse. Le Harrington Colonial Estate. Cette forteresse massive et intouchable de l'ancienne fortune avait une troisième hypothèque sur elle. Ils avaient mis la maison en garantie jusqu'au point de rupture. Ils étaient en défaut de paiement. J'ai attrapé un grand livre comptable, au centre du bureau. Je l'ai ouvert. Le fond de la campagne politique Harrington était une ville fantôme. Les comptes étaient vidés. Les lignes de crédit étaient saturées à la limite absolue. Il n'avait rien. Zéro. La vérité m'a frappé comme un sac de ciment mouillé. Il ne me détestait pas parce que je conduisais un camion cabossé. Il ne méprisait pas ma veste de treillis usée, ou mes mains rugueuses. Il ne pensait pas réellement que j'étais une paysanne qui ruinait leur esthétique. Il me détestait parce que j'étais un témoin commode de leur effondrement. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils avaient besoin de me coller l'étiquette de la pauvre croqueuse de diamants, pour pouvoir m'utiliser comme bouclier humain. Comme distraction. Ils allaient blâmer le troufion fauché d'avoir vidé la famille de sa substance. Dissimulant le fait que la chambre forte était déjà complètement vide. Avant même que je ne franchisse la porte d'entrée. C'était un faux empire. C'étaient des mendiants, portant des costumes sur mesure. Ils vivaient sur une montagne de dettes toxiques, émettant des chèques en bois. Tout en me faisant la leçon sur la fourchette à salade à utiliser. Pour la première fois en 2 ans. Le poids écrasant sur ma poitrine s'est évaporé. L'air étouffant de cette maison ne m'étranglait plus. Ça sentait juste la pourriture. Leurs insultes passives-agressives n'étaient plus intimidantes. Elles étaient pathétiques. Écœurantes. J'ai relâché l'avis de saisie sur la pile. J'ai reculé du bureau. Je suis sorti de la pièce, et j'ai refermé la porte, jusqu'à ce que le loquet s'enclenche parfaitement à sa place. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas piqué de crise. On n'avertit pas l'ennemi quand on trouve ses mines. On les contourne simplement. Et on prépare sa propre artillerie. Je suis sorti vers l'allée en gravier. Je suis monté dans mon navet. Et j'ai claqué la lourde porte en acier. J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste. Et j'ai composé le numéro de Sarah Miller.
mon avocate d'entreprise principale. Sarah, ai-je dit. Ma voix était atone. Verrouille tout. Blackout total sur mon portefeuille d'actifs personnels. Gèle toutes les demandes de crédit externes. Mets un mur de béton autour de Jenkins Tactical, que personne ne puisse escalader. Avant de vous raconter ce que mon avocate a fait ensuite, j'ai besoin que vous me fassiez une faveur. Si vous avez déjà été manipulé ou pris de haut, par quelqu'un qui est secrètement une imposture totale. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous, et tapez simplement le mot « faux ». Pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir eu affaire à ce genre de déchets. Ça m'aide plus que vous ne le pensez. Sarah a fait exactement ce pourquoi je l'ai payé. En 1 heure, mon empreinte financière est devenue complètement invisible au monde extérieur. J'étais assise sur le siège du conducteur de mon camion, fixant le manoir en briques à travers le pare-brise sale. J'étais en colère. Mais il y avait encore une minuscule fracture pathétique dans mon armure. Arthur. J'ai agrippé le volant, me forçant à croire un mensonge. Je me suis dit qu'Arthur ne savait rien pour la dette. Je me suis convaincu que le doux archiviste que j'avais secouru sous la pluie était une victime de sa mère et de sa sœur. Tout comme moi. Je me suis accroché à cet espoir stupide et fragile. Mais 3 semaines plus tard, Arthur est entré dans mon appartement, m'a tendu un bout de papier et a brisé lui-même cette ultime croyance. 3 semaines avant le mariage, Arthur s'est présenté à mon appartement un mardi soir. L'air à l'intérieur du petit salon exigu sentait le café bon marché et les vieux radiateurs. Il se tenait maladroitement près de la porte. Il n'a pas retiré son cher manteau en laine. Il ne m'a pas regardé. Il a gardé les yeux fixés sur le sol en lino éraflé. Il a sorti un épais dossier juridique bleu de sous son bras. Il me l'a tendu, comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Eleanor et ma mère pensent que nous devrions signer ça, a-t-il dit. Sa voix était incroyablement légère, désinvolte. Comme s'il me demandait de choisir entre 2 couleurs de serviettes différentes pour la réception. C'est juste un contrat prénuptial standard. Une formalité. Juste pour protéger le nom Harrington. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé le dossier bleu. Le froid a remonté du lino, traversé la semelle de mes bottes, et a glacé mon sang. J'ai tendu la main et j'ai pris le dossier. Le papier épais et lourd a crissé bruyamment, contre mon pouce calleux. Je l'ai ouvert. Je n'ai pas lu la première page. Le jargon juridique standard ne signifiait rien. J'ai sauté directement à la section 4, répartition des actifs. Mes yeux ont parcouru le texte noir et dense. Le sang dans mes veines s'est transformé en eau glacée. Et puis, instantanément, il s'est mis à bouillir. Ce n'était pas un contrat de mariage standard. Ce n'était pas un document conçu pour protéger 2 personnes contractant un mariage. C'était une exécution financière prédatrice, de la politique de la terre brûlée. Section 4. Tous les actifs liquides, biens immobiliers ou capitaux propres d'entreprise, apportés dans le mariage par la partie B, seront immédiatement et irrévocablement fusionnés dans le Harrington Heritage Fund. Je l'ai lu 2 fois. L'audace était étouffante. Ils pensaient que j'étais fauché. Ils étaient absolument convaincus que toute ma valeur nette consistait en un verrouillé, quelques centaines d'euros sur un compte courant, et le misérable salaire que je tirais de mon travail dans la logistique militaire. Et ils le voulaient quand même. Ils se noyaient sous les dettes, en défaut de paiement sur leur immense domaine colonial. Et ils étaient si désespérés qu'ils essayaient de voler les centimes, directement de la poche d'un trophion. Juste pour s'acheter une semaine de plus, de faux luxe. Ils essayaient de dépouiller un fantôme. Ils n'avaient absolument aucune idée, qu'en rédigeant cette clause exacte, ils plongeaient aveuglément leurs mains dans le coffre-fort de Jenkins Tactical Logistique. Ils essayaient d'avaler tout cru, un sous-traitant de la défense fédérale, pesant plusieurs millions d'euros. J'ai fermé le dossier. Je l'ai jeté sur la table de cuisine en stratifie bon marché. Il a atterri avec un bruit sourd et lourd. J'ai regardé Arthur. Il fixait toujours le sol. Il a balancé son poids, d'un mocassin hors de prix à l'autre. Sais-tu ce qui est écrit là-dedans, ai-je demandé. Ma voix était une ligne plate et morte. J'ai attendu.
J'ai attendu que l'homme qui avait sorti des artefacts historiques des eaux de crue lève les yeux. J'ai attendu qu'il se mette en colère. J'ai attendu qu'il arrache le dossier de la table, déchire les pages en deux. Et s'excuse d'avoir laissé sa mère et sa sœur me traiter comme une caisse enregistreuse jetable. Je lui ai donné une fenêtre de 10 secondes pour prouver qu'il était un homme. 10 secondes se sont écoulées. Rien. Arthur a laissé échapper un long soupir fatigué. Il a fini par lever les yeux. Mais il a regardé le mur juste à côté de ma tête, refusant d'établir un véritable contact visuel. Signe-le, c'est tout, Célia, a-t-il marmonné, se dandinant inconfortablement. Il a enfoncé ses mains profondément dans les poches de son manteau de laine. Allez, ce n'est pas grand-chose. De toute façon, tu n'as pas exactement un énorme portefeuille à perdre. Signe juste les papiers, pour que ma mère et Éléanore nous lâchent la grappe. Ça garde la famille heureuse. Ça maintient la paix. La lâcheté absolue de la chose. Il savait. Il savait exactement ce qu'il y avait dans ce dossier. Il savait que sa famille était ruinée. Et il savait qu'ils essayaient de me saigner à blanc. Et il s'en fichait. Il était parfaitement disposé à s'écraser, et à me livrer au loup. Juste pour ne pas avoir à supporter sa sœur lui criant dessus. C'était un homme faible, sans colonne vertébrale. Utilisant mon amour comme un bouclier, pour protéger son propre confort pathétique. C'était le coup de grâce. La cicatrice de 3 ans que Greg m'avait laissée, s'est rouverte brutalement. La douleur a été aiguë, et aveuglante. Mais cette fois, la réaction a été totalement différente. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas jeté les clés à la tête. La douleur s'est immédiatement durcie, en un solide bloc de béton dans ma poitrine. J'ai regardé l'homme qui se tenait dans ma cuisine bon marché. L'illusion a complètement volé en éclats. Ce n'était pas un doux intellectuel. C'était un parasite en manteau de laine. J'avais passé 2 ans à me faire toute petite. À cacher mes bottes. À plier mes serviettes parfaitement. Et à verrouiller mon empire. Tout ça, pour apaiser une famille de voleurs fauchés et désespérés. J'étais une PDG qui commandait des lignes d'approvisionnement dans des zones de guerre actives. Et j'avais laissé ce lâche me dire de me taire pour que sa maman ne se fâche pas. L'humiliation avait le goût de l'acide de batterie. Ok, ai-je dit doucement. Le mot a flotté dans l'air froid. Les épaules d'Arthur sont retombées instantanément. La tension a quitté son corps. Il avait l'air incroyablement soulagé. Merci, Célia. Je sais que c'est embêtant, mais c'est vraiment pour le mieux. On peut juste la porter au dîner de répétition. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai gardé mon visage totalement inexpressif. Il s'est avancé, tendant la main pour toucher mon bras. J'ai fait un demi-pas en arrière. Juste hors de sa portée. Mes yeux étaient complètement morts. Il a hésité, a baissé la main, et a franchi la porte d'entrée. J'ai écouté le bruit du moteur de sa voiture démarrer, et s'éloigner dans la rue. Je suis resté seul dans l'appartement silencieux. J'ai marché vers la table, et j'ai pris le dossier bleu. J'ai passé mon pouce sur le bord du papier épais. La transaction était terminée. Le rôle de victime pathétique que je jouais, était officiellement terminé. Une froide colère a inondé mon système. C'était une fureur aiguë, claire, et hautement concentrée. Sa lâcheté m'a enseigné la leçon ultime. Ne jamais enlever l'armure. Ne jamais rétrécir pour rentrer à leur table. Il était temps de ramener le monstre. Le lendemain matin, après qu'Arthur ait laissé ce dossier bleu sur ma table. Le soleil s'est levé dur, et brillant. L'épais brouillard étouffant dans lequel je vivais depuis 2 ans, s'est complètement dissipé. La fausse victime était morte. La future belle-fille calme et obéissante avait disparu. J'étais parfaitement réveillé. Et je tenais les codes de lancement. Je me suis assise à mon bureau en acier dans le bureau de l'entrepôt. L'air sentait le café brûlé, et les gaz d'échappement diesel des quais de chargement extérieur. J'ai décroché mon téléphone, et j'ai composé le numéro de ma principale avocate d'entreprise. Je n'ai pas utilisé ma voix civile. Je ne parlais pas comme la femme qu'Arthur pensait épouser. Je parlais exactement comme le major Celia Jenkins. Sarah, ai-je aboyé dans le combiné. J'ai besoin d'une arme. À l'autre bout du fil. Sarah Miller n'a pas perdu une seconde.
C'était une ancienne officier du JAG. Elle a compris le ton immédiatement. Quel gendarme, major? Une divulgation financière complète, ai-je ordonné. J'ai fixé la vitre sale de mon bureau. Regardant un énorme camion de transport de 10 tonnes, sortir du quai. Je veux une évaluation complète de Jenkins Tactical Logistique. Je veux les chiffres actuels. Sur chaque contrat actif que nous détenons avec le Pentagone. Je veux les actes de propriété de l'immobilier commercial. L'inventaire de la machinerie lourde. Et les projections de la chaîne d'approvisionnement offshore. Je le veux vérifier. Tamponner. Et imprimer sur du papier cartonné épais. N'arrondissez pas les chiffres à la baisse. Je veux les calculs exacts et brutaux. J'ai entendu le cliquetis rapide et sec de son clavier mécanique. Sarah était déjà en train de sortir les dossiers. Ce contrat prédateur qu'on vous a remis hier soir est de la pure camelote. M'a rappelé Sarah. Sa voix n'était que froideur juridique. N'importe quel juge de cette ville le rejetterait. Signer un contrat prénuptial sous la contrainte. Juste avant un mariage. Entouré de membres hostiles de la belle famille. C'est totalement inapplicable. Vous n'avez rien à leur prouver. Célia. Vous pouvez juste partir. Je ne pars pas, ai-je dit froidement. Et je ne vais pas me disputer avec eux en privé. Le plan s'était mis en place dans ma tête. Froid. Net. Et parfait. J'avais enfin compris toute la stratégie d'Eleanor. Elle n'allait pas m'envoyer ce contrat par la poste. Elle n'allait pas me demander de le signer discrètement, dans le bureau d'un avocat. Elle a exigé qu'Arthur me l'apporte. Mais elle savait que j'y résisterais. Elle comptait là-dessus. C'est pourquoi elle a préparé le terrain. Le dîner de répétition. 60 invités. Des politiciens, des lobbyistes, des donateurs. Le sommet absolu de la haute société de décès. La tactique d'Eleanor était simple, l'exécution publique. Elle voulait me coincer devant les personnes les plus puissantes de la ville. Elle voulait utiliser la pression sociale écrasante de cette pièce pour forcer la main. Elle voulait que la conductrice de camion pauvre et désespérée incline la tête. Signe sa petite vie pathétique. Et accepte publiquement sa place, au bas de la chaîne alimentaire des Harrington. La foule était son arme. L'humiliation était le détonateur. Mais Eleanor a fait une erreur de calcul massive, et fatale. Elle a oublié à qui elle avait affaire. Elle pensait intimider une civile impuissante. Elle ne savait pas que j'avais passé toute ma vie d'adulte à apprendre comment désamorcer des explosifs dans des zones de combat actives. Si elle voulait jouer avec des bombes, j'allais lui entendre une dégoupiller. Si elle voulait faire ça en public, je la traînerais bien volontiers, dans la lumière aveuglante et impitoyable de la vérité. Sarah, ai-je dit, en me penchant en avant dans ma chaise en acier. Quelle est la valorisation actuelle vérifiée de l'entreprise? Le clavier a cessé de cliqueter. Un temps de silence. 85 millions d'euros, a répondu Sarah. À quelques centaines de milliers près. J'ai laissé échapper un souffle lent et sec par le nez. Imprime-le, ai-je ordonné. Mets-le dans une épaisse enveloppe jaune. Envoie-le à mon appartement par coursier sécurisé, d'ici ce soir. Qu'est-ce que vous allez faire d'un relevé bancaire de 85 millions d'euros, Célia, a-t-elle demandé. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je vais le lâcher en plein milieu de leur table à manger. J'ai raccroché. Le reste de la journée s'est passé dans un tourbillon de logistique. De la vraie logistique, pas de la planification de mariage. Je me suis déplacé dans le parc automobile. Vérifiant les manifestes. Signant les largages de ravitaillement. Respirant l'odeur lourde et honnête de la graisse et du travail acharné. Je me sentais plus vivante, que je ne l'avais été depuis des années. Le masque lourd et faussement poli que j'avais été forcé de porter, était complètement brisé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je me suis tenu devant le miroir de salle de bain bon marché. Accroché à l'arrière de la porte, se trouvait une robe. C'était un truc en soie pâle et fragile, que Béatrice avait lourdement suggéré que je porte au dîner de répétition. C'était discret, modeste, pathétique. Ça ressemblait à un drapeau de capitulation. J'ai attrapé le tissu en soie. Je l'ai arraché du cintre en plastique, et je l'ai fourré au fond de la poubelle sous le lavabo.
Je suis entré dans ma chambre, et j'ai tiré sur le lourd tiroir en bois de ma commode. J'ai cherché tout au fond. J'ai sorti mon uniforme de cérémonie de la réserve de l'armée. Le tissu était impeccable. La laine vert foncé était lourde et structurée. Les boutons en laiton accrochaient la faible lumière de la chambre. Les feuilles de chêne dorées de mon grade étaient épinglées parfaitement aux épaules. J'ai passé ma main sur les plis nets. Ce n'était pas un déguisement. C'était ma peau. Je suis sorti vers le 1V garé dans la rue. J'ai ouvert la console centrale. Posée juste au-dessus d'une pile de reçus de péage, se trouvaient les gants tactiques en cuir de vachette de mon grand-père. Le cuir était raide. Taché de noir par l'huile. Je les ai ramassés. Il sentait toujours son vieil après-rasage Allspice, mélangé au carburant diesel. J'ai pressé le cuir épais dans mes mains. La texture rugueuse m'a ancré. Demain soir, j'allais retourner dans cette immense maison coloniale. Mais je n'allais pas me faire petite. Je n'allais pas me plier dans une minuscule boîte, pour qu'Arthur puisse avoir un dîner tranquille. J'allais entrer dans cette pièce à ma taille réelle et exacte. Massive. Sans excuse. Et complètement létale. Eleanor mourait d'envie que 60 témoins assistent à mon humiliation. Très bien. J'allais lui donner 60 témoins, pour regarder tout son faux empire brûler. J'ai agrippé le corps en laiton froid du stylo Mont Blanc. La salle à manger entière retenait son souffle. 60 paires d'yeux m'observaient, derrière des verres à vin en cristal. Ils attendaient que la conductrice de camion pauvre et pathétique s'écrase. Je ne me suis pas écrasé. Je n'ai pas signé le papier. Au lieu de cela, je me suis levé. Mes lourdes bottes tactiques ont repoussé la chaise en bois antique. Elle a crissé bruyamment contre le parquet en chêne. Le bruit a percé le silence de mort de la pièce. J'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai carré mes épaules, dans mon uniforme de cérémonie vert foncé de la réserve de l'armée. Les boutons en laiton ont accroché la lumière. J'ai regardé directement Eleanor. Le faux sourire diplomatique sur son visage a tressailli. J'ai lu la section 4, ai-je dit. Ma voix n'était pas faible. J'ai utilisé le ton exact que j'utilisais sur le tarmac, pour couper à travers le rugissement des moteurs de transport CE 130. Elle a porté jusqu'au lourd rideau de velours, au fond de la pièce. Section 4, ai-je répété. M'assurant que les sénateurs et les lobbyistes entendent chaque syllabe. Tous les actifs liquides apportés dans le mariage par la partie B seront irrévocablement fusionnés dans le Harrington Heritage Fund. Un faible murmure a parcouru la table. Quelques-uns des politiciens les plus âgés se sont agités inconfortablement dans leurs costumes sur mesure. Ils savaient ce que cette clause signifiait. Ce n'était pas un contrat de mariage. C'était un braquage. Le visage d'Eleanor a perdu une teinte de couleur. Elle a agrippé le bord de la table. Célia, baissée d'un ton. C'est une affaire de famille privée. Non, ce n'est pas le cas, ai-je rétorqué, verrouillant mes yeux sur les siens. Vous avez invité 60 personnes pour me regarder signer ça. Vous vouliez un public, Eleanor. Maintenant, vous en avez un. J'ai levé la main droite, et j'ai jeté le lourd stylo Mont Blanc à travers la table. Il a heurté son assiette à salade en porcelaine fine, avec un claquement sec et laid. J'ai déboutonné la poche gauche de poitrine de mon uniforme. J'ai sorti un épais et lourd dossier en papier craft. Je l'ai brandi une fraction de seconde, laissant la pièce le voir, et puis je l'ai claqué sur la table en acajou. Bang. Le bruit a ressemblé à un coup de feu. Plusieurs personnes ont littéralement sursauté sur leur siège. Un accord juridique équitable nécessite une divulgation financière complète des deux parties, ai-je dit. La colère avait disparu. J'agissais par pure exécution à froid. Puisque vous voulez fusionner nos actifs. Regardons les vrais chiffres. J'ai ouvert le dossier d'un coup sec. Jenkins Tactical Logistique, ai-je lu, fort et clair. Contrat de défense fédéraux actifs. Inventaire de machinerie lourde. Chaîne d'approvisionnement transcontinentale. J'ai fait une pause, laissant le lourd silence s'étirer. J'ai regardé directement Béatrice. Valorisation totale actuelle. 85 millions d'euros. La pièce a complètement explosé. 60 têtes se sont retournées d'un coup. Des fourchettes sont tombées sur les assiettes. Un sénateur d'État,
2 sièges plus loin, s'est littéralement étranglé avec son eau. Ils m'ont dévisagé, les yeux écarquillés, essayant de digérer l'information. La troufion fauchée de basse classe qui se tenait devant eux avait assez de capital pour racheter toutes les campagnes politiques de la pièce. Et en avoir encore assez de reste, pour acheter le manoir dans lequel nous nous trouvions. À l'autre bout de la table, Theodore Harrington a réagi. Le vieux sénateur Bulldog a claqué ses 2 mains sur la table, et a bondi de sa chaise. Il a bougé trop vite. Son coude a accroché son verre de vin en cristal plein. Le verre a basculé. Le cabernet rouge foncé s'est répandu sur la nappe en lin blanc immaculé, s'étalant comme du sang frais. Il n'a même pas regardé les dégâts. Théodore m'a fixé. Il était le seul assez intelligent pour comprendre instantanément la gravité de la situation. Il ne regardait plus une future belle-fille. Il regardait un titan financier, qui détenait le pouvoir de sauver sa famille pourrissante, ou de l'écraser complètement. La terreur absolue dans ses yeux était d'une perfection absolue. J'ai reporté mon attention sur Eleanor. Sa mâchoire reposait pratiquement sur sa poitrine. Sa peau était de la couleur d'une craie sale. Elle fixait l'épaisse pile de relevés financiers vérifiés, posés à côté de son assiette à salade. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Elle réalisait en temps réel que l'animal pathétique qu'elle essayait de piéger était en fait un monstre qui venait de ronger les barreaux de sa cage. Je suis au courant pour la 3e hypothèque, Eleanor, ai-je dit doucement. Seuls nos voisins les plus proches pouvaient l'entendre. Mais cela l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je sais que le fonds de campagne est vide. Je sais que les lignes de crédit sont saturées. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Juste un halètement faible et pathétique. Je ne signerai pas votre contrat de merde, ai-je dit. Ma voix s'élevant à nouveau pour dominer la pièce. Et je n'épouserai personne dans cette famille. Je ne vends pas mon sang et ma sueur à des gens qui se noient sous les dettes, et qui mendient les restes de table. J'ai baissé les yeux vers l'homme assis à ma droite. Arthur fixait le dossier en papier craft. Son visage était complètement vide. Son cerveau court-circuitant. Alors qu'il réalisait que la femme à qui il avait dit de se faire petite, était en réalité une géante. Arthur, ai-je dit. Il a tressailli. Il a fini par lever les yeux vers moi. Nous ne ferons pas un mariage de 300 personnes. Lui ai-je dit. Mon ton complètement dépouillé de toute affection. Si tu veux m'épouser, tu me rejoindras au tribunal du comté mardi prochain, à 10h du matin. Nous signerons un contrat qui protégera 100% de mes actifs, des dettes de ta famille. Il n'y aura pas de traiteur. Pas de politicien. Juste mes mécaniciens comme témoins. Il me dévisageait, la bouche légèrement ouverte. Ou, ai-je continué en reculant de la table. C'est fini ici et maintenant. Et tu peux rester dans cette maison en ruine avec ta mère et ta sœur. Jusqu'à ce que la banque change les serrures. Je suis resté là, dans mes lourdes bottes. J'ai regardé de haut, l'homme que je croyais aimer. Fais un choix, Arthur. Maintenant. J'ai observé Arthur. Le silence dans la salle à manger était assez lourd pour briser une colonne vertébrale. 60 politiciens et lobbyistes nous fixaient, le souffle coupé. Arthur a baissé les yeux vers le dossier Kraft, posé sur la table en acajou. La valorisation de 85 millions d'euros lui renvoyait son regard. Il a regardé sa mère. Béatrice était figée, sa cuillère en argent en l'air. Puis il a regardé sa sœur. Eleanor tremblait. Ses jointures étaient d'un blanc éclatant, alors qu'elle agrippait le bord de la table. Arthur a sifflé Eleanor. Sa voix se brisant sous la pression de la panique absolue. Dis à cette troufionne de s'asseoir. Dis-lui de montrer un peu de respect. Arthur s'est levé. Il a repoussé sa chaise antique. Elle a crissé contre le parquet en chêne d'avant la guerre de sécession, laissant une entaille profonde et laide dans le bois. Il n'a pas regardé le sol cette fois-ci. Il a regardé droit dans les yeux d'Eleanor. Tu viens de me montrer exactement à quel point cette famille est vraiment pathétique, a dit Arthur. Sa voix n'était pas faible. Elle avait de l'assurance. Elle avait du cran. Vous mourrez de faim. Vous êtes complètement en faillite. Et vous vouliez que je vous aide à la manger toute crue. Eleanor a laissé échapper un halètement aigu et laid.
Le masque poli de la haute société s'est complètement désintégré. Elle s'est jetée en avant, balayant la table de la main pour attraper les déclarations financières. Arthur l'a ignorée et est passé devant elle. Il a tendu la main et a attrapé la mienne. Sa prise était ferme, calleuse. Aucune hésitation. Nous avons tourné le dos aux 60 élites, au vin rouge renversé, et au Harrington Heritage Fund moribond. Nous avons franchi les immenses portes d'entrée. L'air nocturne a frappé mon visage. Froid et pur. J'ai crissé sur le gravier, je suis monté sur le siège conducteur de mon Invé cabossé, et j'ai démarré le lourd moteur diesel. Arthur s'est installé sur le siège passager. J'ai passé la vitesse, et nous sommes partis. Nous avons laissé le marais derrière nous. Mardi matin. Centre-ville de Washington, D.C. Le tribunal du comté sentait la cire pour sols industriels, le café bon marché, et la laine mouillée. Il n'y avait pas de rideau en velours. Pas de lustre en cristal. Pas de fourchette en argent. Juste des lumières fluorescentes bourdonnantes, et des sols en lino éraflés. Je portais mon uniforme de cérémonie de la réserve de l'armée vert foncé. Arthur portait un simple costume anthracite. Nous n'avons pas invité un seul politicien. Mes témoins étaient 4 mécaniciens de gros moteurs diesel, de mon parc automobile. Ils se tenaient au fond de la petite salle, portant des chemises en flanelle propre, des jeans rigides, et des bottes de travail à bout d'acier. Ils sentaient le savon lava et le fluide hydraulique. De vrais hommes. Mes frères. Les gars qui faisaient vraiment tourner ce pays. Le juge a tamponné les papiers. Nous avons signé un contrat, qui bâtissait un mur de béton de 30 mètres de haut autour de mes actifs. Protection à 100%. Alors que nous nous tournions pour quitter la salle d'audience, les lourdes doubles portes en bois se sont ouvertes. Theodore Harrington se tenait dans le couloir. Le vieux sénateur Bulldog semblait avoir pris 10 ans. L'arrogance s'était complètement retirée de sa posture. Son costume sur mesure avait l'air légèrement trop grand pour lui, maintenant. Il s'est avancé droit vers moi. Il n'a pas regardé son fils. Il a tendu la main droite. Je l'ai prise. Sa poigne était faible. Sa peau était fine comme du papier, et froide. Je vous dois des excuses, Major Jenkins, a dit Theodore. Sa voix était graveleuse et basse, à peine au-dessus d'un murmure. Nous vous avons traité de croqueuse de diamants. Mais c'est nous qui essayons de voler votre portefeuille. Nous ne sommes que des mendiants, accrochés à un nom mort. Je suis désolé. Un drapeau blanc. Une reddition totale et humiliante, de la part du sommet de la chaîne alimentaire. Je n'ai pas souri. Je ne lui ai pas offert mon pardon. J'ai juste fait un signe de tête. Lâché sa main. Et suis sorti du palais de justice, sous la lumière du soleil matinal. L'empire Harrington s'est effondré rapidement. La banque ne se souciait pas de leur héritage colonial, ni de leur nom de famille chic. 3 semaines plus tard. La 3e hypothèque a fait défaut complètement. La banque a mis un lourd cadenas en acier sur les portes d'entrée du domaine du Maryland. Des avis de saisie jaune ont été collés sur les immenses colonnes blanches. Eleanor a perdu son siège au conseil d'administration du fonds héritage. Ses donateurs politiques se sont dispersés comme des cafards, à la seconde où l'argent de la campagne s'est tari. Je n'ai pas levé le petit doigt pour les ruiner. Je n'en ai pas eu besoin. Ils se sont noyés dans leur propre dette toxique. J'ai coupé tout contact. Pas de coup de fil. Pas de visite pour les fêtes. Je n'ai pas regardé en arrière. Jenkins Tactical Logistique a continué d'avancer. Nous avons décroché 2 nouveaux contrats massifs avec le Pentagone. J'ai agrandi le parc automobile, et acheté 10 camions de transport supplémentaires. Arthur a quitté son emploi au musée. Il a quitté les archives poussiéreuses, et a pris un poste dans mon département logistique. Il a arrêté de se cacher derrière l'histoire. Il a appris à lire des manifestes d'approvisionnement. Il a appris à tenir bon. Il a appris à protéger la femme qu'il aimait. Au lieu de lui demander de se faire petite. Je suis assise dans mon bureau d'angle en ce moment. Vitre du sol au plafond. Le soleil se reflète sur mon bureau en acier. Il n'y a plus de fausse pauvreté. Je ne cache pas ma taille. Je ne cache pas mes comptes en banque. Je ne me réduis pas pour rentrer à la table de qui que ce soit.
J'ai accroché une lourde vitrine en verre au mur, juste derrière ma chaise. À l'intérieur du verre, se trouvent les gants tactiques en cuir de vachette de mon grand-père. Le cuir est rigide, cicatrisé et taché en permanence de noir, par l'huile de moteur. La lumière du soleil du matin les frappe parfaitement. Ils sont ma boussole. Ils me rappellent la seule vérité qui compte. Votre valeur n'est pas un titre que quelqu'un d'autre vous remet. Votre valeur n'est pas un code postal ou une cuillère en argent. Votre valeur, c'est ce que vous sortez de la boue de vos deux propres mains. Ne vous brisez jamais la colonne vertébrale, juste pour rentrer dans une chaise construite par vos ennemis. S'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Donnez-moi votre avis ci-dessous. Merci de votre écoute, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.